Chapitre 1, le retour. L'avion de transport C-30 atterrit à Fort Bragg avec un grincement mécanique qu'Andy Williamson avait entendu d'innombrables fois au cours de ses 20 ans de carrière militaire. Mais cette fois, c'était différent. C'était son dernier déploiement, sa dernière mission avant la retraite. À 42 ans, le sergent-chef Andy Williamson rentrait enfin définitivement au pays. Andy avait passé la majeure partie de ses 20 ans au service de son pays dans certains des endroits les plus dangereux du monde. Afghanistan, Irak, Syrie, partout. L'oncle Sam avait besoin d'un homme capable de réfléchir vite, de viser juste et de guider les autres à travers l'enfer. Son visage buriné portait les cicatrices des éclats d'obus d'un engin explosif improvisé à Kandahar. Et ses yeux gris acier avaient vu des choses qui auraient brisé des hommes moins doués. Mais Andy n'était pas un homme moins doué. C'était un survivant, un stratège et, surtout, un homme qui comprenait que la loyauté était primordiale. Le déploiement avait été brutal. 8 mois dans un lieu classé secret défense où le soleil brûlait comme une fournaise et où chaque ombre pouvait cacher la mort. Mais il avait tout enduré avec une seule pensée, rester sain d'esprit. Rentrer chez lui auprès de sa femme, Dana, et de leur fille de 18 ans, Kathy. Kathy recevait son diplôme de fin d'études secondaires aujourd'hui, et il avait remué ciel et terre pour que son déploiement se termine à temps pour sa cérémonie. Alors qu'il prenait son sac de sport sur l'épaule et traversait le tarmac, Andy sentit un poids se libérer de ses épaules. Fini les raids nocturnes. Fini de surveiller ses arrières pour éviter les insurgés. Fini de dormir d'un œil. Il avait fini. Il était temps d'être à nouveau mari et père. Le trajet de Fort Bragg à leur domicile de Fayetteville dura 40 minutes et Andy passa chaque seconde à planifier. Il leur ferait la surprise de la remise des diplômes de Kathy. Dana serait surprise de le voir un jour plus tôt et Kathy aurait enfin son père présent pour le jour le plus important de sa jeune vie. Il avait déjà fait livrer des fleurs à la cérémonie. Des roses blanches pour Kathy, sa préférée. Andy avait rencontré Dana Holloway 15 ans plus tôt lors d'une cérémonie militaire. Elle avait 25 ans, une beauté dans ce campanile du Sud, avec ses cheveux blond miel et ses yeux verts à faire arrêter la circulation. Il était alors un jeune sergent, prétentieux et plein d'ambition. Dana travaillait comme agent immobilier et semblait comprendre les exigences de la vie militaire. Leur relation fut brève mais intense et, 6 mois plus tard, ils se marièrent. Kathy arriva 2 ans plus tard et Andy pensa que sa vie était accomplie. La petite fille aux cheveux blonds de sa mère et au menton déterminé devint le centre de son univers. Même lorsque les déploiements l'emmenaient pendant des mois, il emportait sa photo partout avec lui et appelait chez lui dès que possible. Mais la vie militaire était dure pour les familles. Andy connaissait les statistiques. Le taux de divorce chez les couples de militaires était astronomique. Il avait vu des hommes bien rentrer chez eux dans des maisons vides et se battre pour la garde de leurs enfants. Il s'était toujours dit que sa famille était différente. Dana comprenait son devoir, son engagement à servir quelque chose de plus grand que lui. Ils étaient solides. En arrivant dans leur allée, Annie remarqua plusieurs voitures qu'il ne reconnut pas. Probablement des proches rassemblés avant la cérémonie de remise des diplômes. Il sourit, pensant que le timing était parfait. Il allait entrer et surprendre tout le monde. La maison était silencieuse lorsqu'il utilisa sa clé pour franchir la porte d'entrée. Son uniforme de cérémonie était impeccablement accroché dans le placard de la chambre. Il l'avait fait repasser avant son déploiement, spécialement pour ce jour-là. En l'enfilant, Andy ressentit de la fierté. 20 ans de service, de nombreuses distinctions, le respect de ses pairs. Kathy serait fière de l'avoir là en uniforme. Son téléphone vibra juste au moment où il ajustait ses rubans. Le nom de Dana apparut à l'écran. Le timing était parfait. « Salut, ma belle », répondit Andy, sa voix chaude d'impatience. « Devine où je suis ?» La voix qui traversa le téléphone était froide, aiguë, et emplie d'une aura qui glaça le sang d'Andy. « Tu n'oserais pas te présenter à cette remise de diplôme dans cet uniforme ridicule, siffla Dana. Kathy ne veut pas te voir. Aucun de nous ne veut te voir. Tu es parti depuis si longtemps. Tu es devenue une étrangère. Reste loin de notre famille. » Andy sentit le monde basculer. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. « Dana, qu'est-ce que tu es ? Tu m'as entendu. Ne nous embarrasse pas en venant. Kathy a expressément dit qu'elle ne voulait pas de toi. Trouve un autre endroit où aller. » Pendant un instant, Andy resta muet. 20 ans de mariage, 18 ans de paternité pour Kathy, et c'était son retour. Le silence s'éternisa entre eux,
empli du son de son cœur brisé. Finalement, Andy parla. Sa voix était calme, maîtrisée, le même ton qu'il avait utilisé pour ordonner des frappes aériennes sur les positions ennemies. Pas de problème. Il raccrocha et s'assit lourdement sur le lit, fixant son reflet dans le miroir de la commode. L'homme qui le regardait était un inconnu, plus âgé, plus dur, avec des yeux qui en avaient trop vu. Mais Dana se trompait sur un point. Il n'était plus seulement un soldat. Il était bien plus dangereux. Un soldat qui n'avait plus rien à perdre. Andy sortit son téléphone et parcourut ses contacts jusqu'à trouver le nom qu'il cherchait, Frankie Sanchez. Frankie était son ancien chef d'équipe, un homme qui avait quitté l'armée 5 ans plus tôt et dirigeait désormais un cabinet de conseil en sécurité prospère. Plus important encore, Frankie devait la vie à Andy suite à un incident à Fallujah dont il n'avait jamais reparlé par la suite. Frankie, dit Andy lorsque son ami répondit, c'est Andy. J'ai besoin d'une faveur. Une grande faveur, Andy, mon frère. Je croyais que tu étais encore en mission. De quoi as-tu besoin? Un dossier de surveillance complet sur Dana Williamson et tous ceux avec qui elle a passé du temps. J'ai besoin de tout savoir. Où elle va, qui elle voit, ce qu'elle fait quand elle pense que personne ne la regarde. Et Frankie, j'en ai besoin depuis hier. Il y eut un silence. Frankie savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions quand Andy utilisa ce ton. Considère que c'est fait. J'enverrai mes meilleurs éléments sur le coup dans l'heure. Andy, ça va, mec? Je vais bientôt l'être. Andy raccrocha et commença à retirer méthodiquement son uniforme. Chaque ruban, chaque insigne soigneusement rangé dans son étui. 20 ans de service, 20 ans d'honneur et de sacrifice. Et pourquoi? Pour rentrer chez lui et retrouver la trahison. Alors qu'il enfilait des vêtements civils. Avait été un bon mari, un père dévoué, un homme qui avait tenu ses promesses même lorsqu'il les gardait en train de lui coûter cher. Et sa récompense avait été trahison par la personne il avait le plus fait confiance. Mais il avait gagné, pas seulement survécu, pas seulement échappé, gagné complètement. Ses ennemis ont été détruits, sa fille était en sécurité et son avenir était sûr. Alors pourquoi la victoire a-t-elle tant goûté comme des cendres? Parce qu'Andy s'est rendu compte que certaines victoires ont coûté un coût qui ne pouvait pas être mesuré en argent, en justice ou en vengeance. Certaines victoires vous ont changé d'une manière qui ne pourrait jamais être annulée. Il avait protégé sa fille de la trahison de sa mère. Mais ce faisant, il lui avait montré un côté du monde et un côté de lui-même qu'aucun enfant ne devrait avoir à voir. Andy a terminé sa boisson et est monté à l'étage pour vérifier Cathy. Elle était à son bureau à nouveau à travers les fichiers de preuves, prenant des notes dans un cahier. « Qu'est-ce que vous écrivez ?» il a demandé. « Une chronologie. Je veux comprendre exactement quand tout s'est passé. Quand les mensonges ont commencé, quand j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Cathy, tu avais 17 ans quand ça a commencé. Vous n'aviez aucun moyen de savoir. J'aurais dû le voir, a-t-elle dit fermement. J'aurais dû me demander pourquoi maman était soudainement si négative à votre sujet. Pourquoi elle a continué à faire des excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouviez pas appeler plus souvent, pourquoi elle semblait si impatiente pour moi de faire des plans qui ne vous incluent pas. Cathy leva les yeux vers son père, et son expression était étrangement mature. Je ne serai plus du comme ça. Andy a embrassé le haut de sa tête. Je ne dors pas, chérie. Demain, nous recommence. Papa, oui. Je suis fier de vous pour avoir riposté, pour ne pas les avoir permis de gagner. Alors qu'Andy se rendait dans sa propre chambre, il a porté les paroles de Cathy avec lui. Sa fille était fière de lui pour être impitoyable, d'être impitoyable, d'avoir détruit des gens qu'il avait trahis. A tout changé dans les applications collégiales, il a connu un téléphone sécurisé. Il y a plus dans cette histoire que ce qui dans les rapports de police. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Monsieur Williamson, je vous appelle comme une courtoisie à cause de votre service militaire. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'une enquête officielle. Pouvez-vous me rencontrer demain matin? Après avoir raccroché, Andy était assis à regarder le téléphone. Il a couvert soigneusement ses traces, a utilisé des professionnels qui savaient fonctionner sans laisser de preuves. Mais le FBI avait des ressources qui allaient au-delà des forces de l'ordre normal. Papa, Cathy leva les yeux de sa demande de collège. Est-ce que tout va bien? Travaillez juste, chérie. Rien à craindre. Mais Andy était inquiet. Très inquiet. Le lendemain matin,
il a rencontré l'agent spécial Chapman dans un café du centre-ville de Fayetteville. Elle était plus jeune que ce à quoi il s'attendait, peut-être 35 ans, avec des yeux pointus et une sorte de roulement qui suggérait des antécédents militaires. Armée ? Demanda Andy en s'asseyant. Marine 8 ans avant la faculté de droit. Chapman a étudié le visage d'Andy. L'Irak, l'Afghanistan et l'Irak, et quelques endroits qui n'existent pas officiellement. Ils se sont dimensionnés comme les vétérans qu'ils étaient. Chacun reconnaissant quelque chose de familier dans l'autre. Monsieur Williamson, je vais être direct. Il y a 3 mois, votre femme et son amant ont disparu sans trace. Avant leur départ, quelqu'un a systématiquement détruit sa position financière, juridique et professionnelle. Quelqu'un ayant un accès à l'équipement de surveillance de qualité militaire et au personnel. On dirait qu'ils ont fait des ennemis puissants. Oui, ils l'ont fait. La question est de savoir si ces ennemis ont enfreint des lois fédérales. Andy se pencha en arrière sur sa chaise. L'agent Chapman, ma femme a commis un adultère et une fraude. Elle a volé de l'argent à nos comptes conjoints et prévoyait d'abandonner notre fille. Si quelqu'un a exposé ses crimes et lui a donné une chance de faire face aux conséquences ou de partir volontairement, cela me ressemble à la justice. Cela ressemble également à une action vigilante. Et l'action vigilante, même contre les coupables, est toujours illégale. Avez-vous des preuves que j'ai commis un crime ? Chapman a ouvert un dossier et répandu plusieurs documents. Nous avons des preuves que quelqu'un a effectué une surveillance illégale, a fait irruption dans une propriété privée et peut-être enlevé 2 citoyens américains. Kidnappé ? C'est une grave accusation. Les voisins de Mitch ont rapporté avoir vu des véhicules non marqués près de sa maison la nuit où il disparut. Son système de sécurité montre des preuves de falsification électronique, et sa femme de ménage a trouvé des signes que des gens ont été détenus contre leur testament dans son garage. Andy a étudié les documents sans les toucher. On dirait que Monsieur Ed a eu plus d'ennemis que de cocus en mari. Monsieur Williamson, je sais que vous avez des liens avec des personnes spécialisées dans les opérations hors livre. Je sais que vous avez appelé les faveurs pour que cela se produise. Même si c'était vrai, ce que je n'admets pas, vous devrez le prouver. Et il faudrait convaincre un jury que les vrais criminels étaient les personnes qui ont exposé la fraude et l'adultère, pas les gens qui l'ont commis. Chapman a fermé le dossier. Tu as raison. La preuve est circonstancielle. Et franchement, Dana et Mitch ne sont pas des victimes sympathiques. Mais il y a autre chose. Elle a sorti un autre fichier. Celui-ci beaucoup plus épais. Mitch était déjà sous enquête fédérale pour une fraude interétatique. Nous avons construit une affaire contre lui depuis des mois. Sa disparition a détruit 3 ans de travail d'investigation. Et il a ressenti le premier vrai froid de peur. Je suis désolé d'entendre ça. Il était sur un flip. Monsieur Williamson. Nous avons eu suffisamment de preuves pour le ranger pendant 20 ans. Et il allait nous donner tout son réseau. Nom, emplacement, méthode, compte bancaire. Nous étions sur le point de rompre l'une des plus grandes bagues de fraude ciblant les familles des militaires du pays. Le café était soudainement très calme. Au lieu de cela, Chapman a poursuivi, notre objectif principal est de se cacher quelque part en Amérique centrale. Notre enquête est ruinée et des dizaines d'autres victimes n'auront jamais de justice. Et il a rencontré ses yeux régulièrement. C'est malheureux, mais ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas? Vous êtes un homme militaire de carrière. Protégeant sa propre famille, en obtenant la justice pour sa propre trahison, qu'il n'avait jamais considéré la situation dans son ensemble. 43. Que nous connaissons. Peut-être plus. Mitch faisait partie d'une opération sophistiquée qui ciblait spécifiquement les épouses militaires lors des déploiements. Votre femme n'était pas sa première victime, et elle n'aurait pas été la dernière. Chapman se pencha en avant. Monsieur Williamson, je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Si quelqu'un avait blessé ma famille de la façon dont il a blessé le vôtre, j'aurais peut-être fait la même chose, mais que vos actions ont des conséquences au-delà de votre situation personnelle. Andy était silencieux pendant longtemps, en traitant ce qu'il avait appris. Que voulez-vous de moi? Information, emplacement, tout ce qui pourrait nous aider à trouver la tête et à continuer l'enquête. Je vous ai dit que je ne sais pas où il est, mais vous connaissez les gens qui savent que les gens qui savent. L'organisation de Frankie avait des ressources qui pourraient suivre n'importe qui. Irrégularité dans la façon dont les informations ont été obtenues. Échange contre la coopération. J'ai besoin de 24 heures, a déclaré Andy.
vous en avez 12. Cet après-midi, Andy a appelé une réunion d'urgence avec son équipe à l'entrepôt. Lorsqu'il a expliqué la situation, les réactions ont été prévisibles. C'est pourquoi nous ne quittons pas les extrémités lâches, a déclaré Owen catégoriquement. Aurait dû résoudre le problème en permanence depuis le début. L'agent du FBI a raison, a déclaré Frankie. Nous nous concentrons sur la trahison personnelle et avons ignoré la situation dans son ensemble. La tête faisait partie de quelque chose de plus grand. Alors, quelle est la pièce? Demanda Harvey. Et il avait réfléchi à cette question tout l'après-midi. Nous lui donnons la tête. Pas d'Anna. Elle est la mère de Cathy, et malgré tout, je ne serai pas responsable de la placer en prison fédérale. Mais la tête est un prédateur qui a blessé des dizaines de familles. Il a besoin de faire face à la justice. Et si Ed essaie de nous impliquer, a demandé Devon, il ne le fera pas parce qu'ils vont s'assurer qu'il comprend que coopérer avec le FBI est sa seule chance de rester en vie. Il a fallu 6 heures aux gens de Frankie pour localiser Mitched. Il vivait dans un condo en bord de mer au Costa Rica. Apparemment convaincu qu'il avait réussi à échapper à la justice. Il ne savait pas que la portée d'Andy Williamson s'étendait bien au-delà des frontières de la Caroline du Nord. L'extraction était simple et propre. La tête a été sous sédation, transportée dans un aérodrome privé et retournée aux États-Unis dans un jet d'entreprise qui n'existait que sur le papier. Au moment où il s'est réveillé, il était en garde à vue à Quantico, en Virginie. Le FBI a été impressionné par le professionnalisme de l'opération, bien qu'il ne posait aucune question sur la méthodologie. L'agent spécial Chapman a appelé Andy ce soir-là. Monsieur Ed est très coopératif. Il semble que quelqu'un l'ait convaincu que sa meilleure option était de nous dire tout ce qu'il sait. Je suis content d'apprendre qu'il voit la raison. Il a fourni des informations sur un réseau couvrant 12 États et impliquant des millions de dollars de fraude contre les familles des militaires. Ce sera le plus grand buste du genre dans l'histoire du FBI. Dans ma situation, en ce qui concerne le bureau, vous avez été victime d'un crime qui a fourni des informations précieuses pour nous aider à le résoudre. Il n'y a pas de frais en attente et aucun sera déposé. Après avoir raccroché, Andy s'est assis dans son étude, en pensant à la conversation avec Chapman et à ce que cela signifiait. Il avait gagné sa guerre personnelle contre Dana et Mitch, mais ce faisant, il avait presque laissé un mal beaucoup plus grand échapper à la justice. C'était un rappel que même la colère juste pouvait avoir des conséquences inattendues. Cette vengeance personnelle a parfois eu le prix d'une justice plus large. Cathy est apparue dans la porte. « Papa, tu as l'air inquiet. » « Je pense juste au choix, ma chérie. » « Et les conséquences. » L'agent du FBI a appelé, non? Andy leva brusquement. « Comment avez-vous? » « J'ai vu le nom sur votre téléphone quand il a sonné. Je l'ai recherché en ligne. » Cathy s'est assise en face de son père. Elle enquête sur la fraude contre les familles des militaires. Maman et Mitch faisaient partie de quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Il était inutile de mentir. Cathy était trop intelligente. Et elle avait déjà vu suffisamment de tromperies pour durer toute une vie. Oui, ils l'ont été. Et quand je les ai fait disparaître, j'ai accidentellement interféré avec une enquête du FBI. Mais vous l'avez corrigé. Vous les avez aidés à attraper les vrais méchants. Oui, je l'ai fait. Mais je ne l'ai presque pas fait. J'étais tellement concentré sur notre situation que j'ai presque laissé des dizaines d'autres familles souffrir. Cathy était silencieuse un instant, puis hocha la tête. C'est pourquoi la justice doit être plus grande que la vengeance. Andy a regardé sa fille avec surprise. C'est une observation très sage. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, à ce que vous avez fait, à ce que maman a fait, ce que tout cela signifie. Cathy a rencontré les yeux de son père. Je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, et je suis toujours content que vous ayez riposté, mais je comprends aussi qu'être assez fort pour se battre signifie être assez sage pour savoir quand les combats ne suffisent pas. Alors qu'Andy a caché Cathy au lit cette nuit-là, il a réfléchi à la quantité de sa fille en seulement 3 mois. Elle avait vu la trahison, la vengeance et la justice de près, et elle était en quelque sorte émergée avec une sagesse que la plupart des adultes n'ont jamais réalisée. C'était peut-être la vraie victoire. Pas la destruction de ses ennemis, mais la préservation de la boussole morale de sa fille malgré tout ce qu'elle avait vécu. Le fantôme de ses choix serait toujours être avec lui. Mais Cathy serait confrontée à son avenir avec force, sagesse et les connaissances que parfois riposter était la seule option. C'était suffisant. Chapitre 9.
pas de pardon. Un an plus tard, Andy Williamson s'est tenu à la cérémonie de remise des diplômes de la FBI National Academy, en regardant l'agent spécial Marbel Chapman recevoir un prix pour son travail sur la plus grande affaire de fraude familiale militaire de l'histoire du bureau. L'enquête a entraîné 47 arrestations, la reprise de plus de 12 millions de dollars en actifs volés et la création de nouveaux protocoles pour protéger les familles des militaires contre les prédateurs financiers. Cathy s'assit à côté de lui, resplendante dans sa casquette et sa robe. Elle était diplômée en tant que valedictorienne de sa classe de lycée et commençait à West Point à l'automne. La fille qui avait été manipulée et presque abandonnée par sa mère s'était transformée en une jeune femme et un but remarquable. Rude. De toi, kiddo, chuchota Andy en regardant le discours d'acceptation de Chapman. Fier de toi aussi, papa, pour avoir fait la bonne chose à la fin. La bonne chose? Andy n'était toujours pas sûr qu'il pouvait prétendre que distinction. Il a complètement détruit ses ennemis, n'a montré aucune pitié et a presque laissé une plus grande injustice continuer sans contrôle. Mais il avait également protégé sa fille, récupéré leur argent volé et a finalement aidé à réduire un réseau de prédateurs. Après la cérémonie, Chapman les a approchés dans le parking. Monsieur Williamson, Cathy, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre coopération. Un mot sur les suspects restants? Andy a demandé, nous avons arrêté 34 des 47 cibles. Les autres sont dans des pays qui n'extradent pas, mais ils ne pourront jamais retourner aux États-Unis, y compris Dana. L'expression de Chapman est devenue soigneusement neutre. Madame Williamson n'a jamais été accusée de crimes fédéraux. En exil, coupée de sa fille et de tout ce qu'elle a connu, mais elle ne verrait jamais la cérémonie. Différent maintenant, plus léger, comme si les ombres de trahison avaient finalement été bannies. Alors que je m'arrêtais dans l'allée, Cathy a parlé. Papa, tu regrettes-tu jamais ce que tu as fait? Andy a soigneusement examiné la question. Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette que votre mère ait fait les choix qu'elle a faits. Mais non, je ne regrette pas de riposter. Même en sachant ce que nous savons maintenant sur l'enquête du FBI, sur toutes les autres victimes. Surtout en sachant que votre mère et votre Mitch étaient des prédateurs, Cathy. La nouvelle qui nous a fait des coups? Cela nécessite de comprendre comment vos actions blessent les autres. Votre mère n'a jamais montré de préoccupation sur la façon dont sa trahison vous a affecté ou moi. Elle n'était bouleversée que lorsqu'elle a réalisé qu'il y aurait des conséquences. Cathy était silencieuse un instant, puis a posé la question à redonner qu'Andy redoute. Pensez-vous que je la reverrai jamais? Voulez-vous? Non. Cathy a dit sans hésitation. Je me demandais juste si vous essayez de m'arrêter si je change d'avis. Andy secoua la tête. Vous avez 18 ans maintenant, presque 19 ans. Vous êtes un adulte qui peut prendre ses propres décisions. Mais Cathy, si jamais vous décidez de contacter votre mère, rappelez-vous qui elle est vraiment. Rappelez-vous ce qu'elle était prête à nous faire. Ne la laissez plus vous manipuler. Je ne le ferai pas, a dit Cathy avec une confiance tranquille qui était devenue sa marque. Je sais exactement qui elle est maintenant, et je sais qui je suis aussi. Ce soir-là, alors qu'Andy était assis dans son étude, il a reçu un email crypté d'une adresse qu'il n'a pas reconnue. Quand il l'a ouvert, il a trouvé une seule photo. Dana assise seule dans un café de trottoir dans ce qui ressemblait à une ville d'Amérique centrale. Elle semblait plus âgée, épuisée par l'exil et la peur constante de la découverte. Ses cheveux étaient différents, ses vêtements étaient modestes et ses yeux tenaient le regard creux de quelqu'un qui avait perdu tout ce qui comptait. Il n'y avait pas de message, aucune explication de qui avait envoyé la photo ou pourquoi. Mais Andy a compris. C'était un rappel que sa portée était encore longue, que même en exil, Dana n'était pas au-delà de son influence. Il a supprimé l'email et la photo sans sauver non plus. Dana Williamson était morte avec lui, comme si elle avait été enterrée dans le sol. La femme sur la photo n'était qu'un étranger qui partageait son visage. Le téléphone d'Andy a sonné, interrompant ses pensées. C'était Frankie. Andy, je voulais juste vous le faire savoir. Ward est revenu de nos contacts au Costa Rica. Avait tenté d'échapper à la garde fédérale pendant les transports. Je ne l'ai pas fait. Andy était silencieux pendant un moment. Essayer de s'échapper ou à aider à s'échapper. Est-ce important? La justice a été rendue de toute façon. Après avoir raccroché, Andy s'est assis dans l'obscurité de son étude, pensant à la justice et à la vengeance et à la mince ligne entre eux. Mitch était mort, tué alors qu'il tentait d'échapper à la garde fédérale.
Le rapport officiel montrerait qu'il avait été abattu par les maréchaux américains alors qu'il tentait de fuir lors d'un transport de prisonniers. La vérité était probablement plus compliquée, mais Andy n'a ressenti aucune culpabilité quant à la mort de la tête. L'homme avait été un prédateur qui avait détruit des dizaines de familles et n'a montré aucun remords pour ses crimes. Qu'il soit mort lors d'une tentative d'évasion légitime ou qu'elle ait été éliminée pour l'empêcher de révéler des vérités gênantes sur sa capture, le monde était un meilleur endroit sans lui. Certaines personnes méritent le pardon. Certaines personnes méritent des deuxièmes chances. Mitch et Dana Williamson n'étaient pas ces gens. Un coup doux sur la porte de l'étude a interrompu les pensées d'Andy. Cathy se tenait dans la porte avec un pyjama et tenant une tasse de thé. « Tu ne peux pas dormir ?» elle a demandé. « Je pense juste. »« Entrez, chérie. » Cathy s'est recroquevillée dans la chaise en cuir en face de son bureau, en train de baiser ses pieds sous elle comme elle le faisait comme une petite fille. « Papa, puis-je te demander quelque chose ?»« Toujours. »« Pensez-vous que je suis trop dur? Trop impitoyable ?» La question a surpris Andy. Qu'est-ce qui vous fait demander cela? Certains de mes amis pensent que je devrais essayer de contacter maman. Ils disent que la famille est une famille. Ce pardon est important. Cette rancune me blessera plus que ça ne lui fait mal. Que pensez-vous? Je pense qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est vraiment passé. Ils pensent que ce n'était qu'un divorce normal où les parents ont fait des erreurs. Ils ne comprennent pas que maman était disposée à détruire notre famille pour de l'argent et à m'abandonner complètement. Cathy sirota son thé, organisant ses pensées. J'ai lu sur le pardon, si c'est toujours nécessaire ou toujours bon. Et j'ai décidé que le pardon doit être gagné. Ce n'est pas quelque chose que vous donnez gratuitement simplement parce que quelqu'un partage votre ADN. C'est une perspective très mature. Je l'ai appris de toi. Vous m'avez montré que certaines trahisons sont impardonnables, que certaines personnes profiteront de la miséricorde et la voient comme une faiblesse. Cathy a rencontré les yeux de son père. Je ne suis plus en colère, papa. Je ne déteste pas maman, mais je ne lui pardonne pas non plus, et je ne le ferai jamais. Elle a fait ses choix, et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Andy a ressenti un mélange compliqué de fierté et de tristesse. Sa fille avait appris à être forte, à se protéger, à reconnaître la trahison et à répondre de manière appropriée. Mais elle avait également appris à être impitoyable, à radier les gens en permanence, à voir la miséricorde comme un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle deviendrait comme lui. Cathy, je veux que tu me promets quelque chose. Quoi? Promets-moi que tu ne laisseras jamais ce qui s'est passé avec ta mère, vous avez peur de faire confiance aux gens qui le méritent. Promettez-moi que vous ne laissez pas sa trahison vous transformer en quelqu'un qui ne peut pas aimer pleinement parce que vous cherchez toujours des signes de tromperie. Cathy le considérait sérieusement. Je promets que je vais essayer, mais papa, je promets aussi que je ne serai plus jamais une victime. Je ne serai jamais manipulé ou trahi la façon dont maman a essayé de nous manipuler et de nous trahir. C'est juste. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps. Père et fille, survivants de la même guerre. À l'extérieur, la nuit de Caroline du Nord était calme et paisible, ne donnant aucune trace des batailles qui ont été menées et ont gagné dans ses murs. Enfin, Cathy se leva. Je devrais dormir un peu. Tôt le matin demain, Cathy. Oui. Je suis fier de qui vous devenez. La trahison de votre mère aurait pu vous casser. Aurait pu vous rendre faible, amer ou effrayé. Au lieu de cela, cela vous a rendu plus fort. C'est un cadeau rare. Cathy sourit. Et pendant un moment, elle ressemblait à la petite fille qui attendait près de la fenêtre pour que son père rentre du déploiement. J'avais un bon professeur, a-t-elle dit. Après que Cathy se soit couchée, Andy est resté dans son étude pendant une autre heure, en pensant au pardon et à la justice et aux prix exigés tous les deux. Il avait choisi la justice pour la miséricorde, la force du pardon, et il a appris à sa fille à faire le même choix. Cela les avait sauvés tous les deux, mais cela les avait également changés d'une manière qui ne pouvait jamais être annulée. Andy Williamson avait passé 20 ans à servir son pays, et il avait passé l'année dernière à servir la justice. Il avait protégé sa fille, détruit ses ennemis et aidé à réduire un réseau de prédateurs qui avait victime des dizaines de familles de militaires. Il avait gagné chaque bataille. Mais la victoire, avait appris Andy, était un compagnon froid. Cela vous a gardé en sécurité. Il a conservé votre force. Il a assuré que personne ne pouvait vous blesser comme vous avez déjà été blessé.
Il a également garanti que vous ne seriez jamais tout à fait la même personne que vous aviez avant le début de la guerre. Et il éteint les lumières de son étude et se dirigea vers l'étage. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles batailles, de nouvelles opportunités de choisir entre la miséricorde et la justice. Et Andy Williamson serait prêt pour tous parce que certains hommes ont pardonné et certains hommes ont gagné. Andy avait choisi de gagner. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. L'esprit d'Andy travaillait déjà, planifiant, élaborant des stratégies. Il avait appris depuis longtemps que les décisions émotionnelles mènent à la mort. Soldat. Le calcul froid vous maintenait en vie et vous aidait à gagner. Et Andy Williamson n'avait jamais perdu une guerre. Il se dirigea vers son bureau et en sortit un porte-documents en cuir qu'il avait gardé sous clé pendant des années. À l'intérieur se trouvaient des documents, des contacts et des ressources que la plupart des civils ne pouvaient imaginer. Des atouts acquis lors de ces années dans les opérations spéciales, des faveurs, des réseaux de personnes capables de faire bouger les choses ou de les faire disparaître. Andy s'assit à son bureau et commença à dresser une liste. Au coucher du soleil le jour de la remise des diplômes de Cathy, il saurait exactement à quoi il avait affaire. Et il planifierait en conséquence, car Andy Williamson ne pardonnait pas. Il n'oubliait pas et n'avait jamais perdu. Chapitre 2. La découverte. 23 millions d'appels. Andy fixait l'écran de son téléphone, regardant les messages vocaux s'accumuler comme des obus d'artillerie. Le nom de Dana dominait l'écran, mais il y en avait d'autres aussi. Des numéros qu'il ne reconnaissait pas, dont un intitulé « Cabinet d'avocats Rivers ». Cela faisait 12 heures qu'il avait appelé Frankie. 12 heures qu'il n'avait pas prononcé ces deux simples mots. Pas de problème. Son téléphone explosait de tentatives désespérées pour le joindre. Andy comprit enfin pourquoi. Le premier message vocal venait de Dana. Sa voix n'était plus froide, mais paniquée. Andy, s'il te plaît, rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Il y a eu un malentendu. Le deuxième était plus affolé. Andy, où es-tu? J'ai appelé toute la nuit. Cathy demande de tes nouvelles. Au 10e message, Dana pleurait. Au 20e, elle suppliait. Mais c'est le message de Stan Rivers, avocat, qui fit sourire Andy pour la première fois en 24 heures. Maître Williamson, ici Stan Rivers, qui représente votre femme. Veuillez contacter mon cabinet immédiatement. Nous devons discuter de questions urgentes concernant la protection de vos biens et d'autres préoccupations. Le temps presse. Andy supprima tous les messages sans écouter le reste et se prépara un café. Du vrai café, pas la boisson amère qu'on sert sur le terrain. Assis à sa table de cuisine, il étala les dossiers que Frankie avait livrés à l'aube. Les photos de surveillance, il raconta une histoire qui fit serrer la mâchoire d'Andy. Dana n'était pas la seule dans ce cas. L'homme qui l'accompagnait était grand, bien habillé et d'une beauté qui laissait penser qu'il n'avait jamais travaillé dur de sa vie. Les horodatages révélaient une tendance remontant à plus d'1 an, des déjeuners qui se prolongeaient tard dans l'après-midi, des réunions en soirée dans des hôtels haut de gamme, des voyages de week-end lorsqu'Andy était en mission. L'homme s'appelait Mitch Head, et son enquête d'antécédents révélait exactement ce qu'Andy attendait, un promoteur immobilier divorcé de 38 ans, spécialisé dans les propriétés de luxe, un dossier de crédit impeccable, un casier judiciaire vierge et une réputation de séducteur pour les femmes fortunées. Il avait été marié 2 fois auparavant, chaque mariage ayant pris fin lorsqu'il s'était tourné vers des opportunités plus lucratives. Les documents financiers que Frankie avait obtenus par des moyens illégaux dressaient un tableau encore plus sombre. Dana détournait l'argent de leur compte joint depuis des mois, le cachant sur des comptes à son nom. Elle utilisait également leur ligne de crédit hypothécaire pour ce qui semblait être des vacances et des cadeaux coûteux, des objets qu'Andy possédait. Jamais vu. Mais ce sont les conversations enregistrées qui ont véritablement ouvert les yeux d'Andy sur la profondeur de la trahison. Il ne quittera jamais l'armée. La voix de Dana était claire à travers le matériel de surveillance installé par l'équipe de Frankie. Il est trop scout. Mais après ce déploiement, il pourra prendre sa retraite. C'est à ce moment-là que nous agirons. La voix de Mitch était douce, assurée, et vous êtes sûr qu'il ne se doute de rien? S'il vous plaît. Andy est tellement concentré sur le devoir et l'honneur qu'il ne penserait même pas à regarder. De plus, Cathy a presque 18 ans. Une fois diplômé, nous pourrons le mettre dehors. Il sera dévasté par la perte de sa fille et disparaîtra. Probablement réengagé ou quelque chose comme ça. Et la maison?
Les biens sont déjà gérés. J'ai tout transféré à mon nom progressivement. Le temps qu'il réalise ce qui se passe, il sera trop tard pour nous arrêter. Mon avocat dit qu'Andy en a assez entendu. Il a fermé le dossier et s'est adossé à sa chaise, digérant l'ampleur de la situation. Leur trahison. Ils n'avaient pas seulement eu une liaison. Ils avaient prévu de le détruire complètement. De lui prendre tout ce qu'il avait gagné et de le laisser sans rien. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient sous-estimé à qui ils avaient affaire. Andy ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Mitch avait peut-être l'air innocent en apparence, mais chaque homme avait des secrets, et Andy savait les trouver. En 2 heures, il avait découvert la vérité sur les pratiques commerciales de Mitch. Cet homme n'était pas qu'un promoteur immobilier. C'était un prédateur spécialisé dans l'identification des femmes vulnérables et fortunées, leur séduction, puis leur épuisement systématique avant de passer à la cible suivante. Dana n'était pas sa première victime mariée, et elle ne serait pas la dernière. Le schéma était toujours le même, charmer la femme pendant que le mari était distrait ou absent. La convaincre qu'elle méritait mieux, que sa vie actuelle la freinait. L'aider à cacher ses biens pour sa protection. Puis, une fois le divorce prononcé, il avait accès à la moitié du patrimoine conjugal. S'il avait des biens, il disparaîtrait avec tout, laissant la femme dévastée et ruinée. Il trouva les archives judiciaires de 3 affaires précédentes. À chaque fois, Mitch s'en était tiré indemne, tandis que ses victimes se retrouvaient sans rien. Le système protégeait les hommes comme lui, assez intelligents pour rester dans les limites de la loi, assez charmants pour convaincre les autres qu'il était la victime lorsque les choses tournaient mal. Mais Andy n'était pas un système. Il était bien plus dangereux. Son téléphone sonna, interrompant ses recherches. Le nom de Cathy apparut à l'écran. Un instant, Andy hésita. Sa fille s'était retournée contre lui, empoisonnée par les mensonges de sa mère. Mais elle était toujours sa petite fille. Papa. La voix de Cathy était faible, incertaine. Maman a dit que tu étais de retour, mais que tu ne voulais pas me voir. C'est vrai? Il ferma les yeux, sentant la rage monter dans sa poitrine comme un réacteur nucléaire approchant la masse critique. Cathy, ma chérie, ce n'est pas vrai. Je suis rentré spécialement pour ta remise de diplôme. Je ne voulais rien d'autre qu'être là avec toi. Mais maman dit, ta mère a dit beaucoup de chérie, mais j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Je t'aime plus que tout au monde. Ça ne changera jamais, quoi qu'on te dise. Tu comprends? Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis des pleurs. Je ne comprends pas ce qui se passe, papa. Tout est si bizarre ces derniers temps. Maman se comporte bizarrement. Et il y a cet homme qui revient. Quel homme, Cathy? Il s'appelle Mitch quelque chose. Maman dit qu'il est à la maison ou quelque chose comme ça, mais il est toujours là quand tu es parti. Et hier, je les ai entendus parler de ton absence. Andy serra le téléphone plus fort. Cathy, j'ai besoin que tu m'écoutes. Peux-tu sortir de la maison aujourd'hui? Peut-être aller chez ton amie Cindy. Je suppose que oui. Pourquoi? Parce que certaines choses sont sur le point de changer et je ne veux pas que tu sois prise au milieu. Peux-tu faire ça pour moi? Papa, tu me fais peur. N'aie pas peur, ma chérie. Rappelle-toi juste que je t'aime et que quoi qu'il arrive, ça ne changera jamais. Peux-tu me promettre de rester loin de la maison ce soir? Ok, papa. Promis. Après que Cathy eut raccroché, Andy était assis dans le silence de sa cuisine, entouré des preuves de la trahison la plus profonde qu'il ait jamais vécue. Sa femme l'avait trahi pour un escroc au discours mielleux. Sa fille avait été empoisonnée contre lui. Tout ce pourquoi il s'était battu, tout ce pourquoi il s'était sacrifié avait été systématiquement démantelé pendant qu'il servait son pays. Mais Dana et Mitch avaient commis une erreur fatale dans leurs calculs. Ils pensaient avoir affaire à un simple soldat, un homme lié par les règles, l'honneur et la pensée conventionnelle. Ils avaient tort. Andy Williamson avait passé 20 ans à apprendre à identifier des cibles, à planifier des opérations et à exécuter des missions avec une précision chirurgicale. Il avait été formé par les meilleurs esprits militaires du monde, à penser comme une arme, à être patient, à frapper quand l'ennemi s'y attend le moins. Dana et Mitch venaient de déclarer la guerre au mauvais homme. Il décrocha son téléphone et commença à passer des appels. Pas à des avocats, des conseillers, ni à aucun des moyens conventionnels qu'un mari normal pourrait utiliser. Au contraire.
Il appela des numéros qui n'apparaissaient dans aucun annuaire, parla à des gens qui opéraient dans l'ombre, entre légalité et illégalité, entre justice et vengeance. Au coucher du soleil, Andy avait constitué son équipe. À minuit, il entamerait la mission la plus importante de sa carrière, détruire tous ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 3. Le piège. L'entrepôt abandonné à la périphérie de Fayetteville était vide depuis 3 ans. Victime de la récession qui avait durement frappé la région. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'une horreur parmi d'autres. Pour Andy Williamson, c'était le centre de commandement idéal. Il arriva à 6 heures, juste au moment où le soleil teintait le ciel d'un rouge sang. Frankie Sanchez était déjà là, accompagné de 3 autres hommes qu'Andy avait reconnus. C'était le genre de soldats qui n'existait plus sur le papier. Des agents qui avaient accompli des missions que les gouvernements niaient et que les civils ne pouvaient imaginer. Sale piège, dit Harvey Milne, un homme massif aux bras comme des troncs d'arbres et aux cicatrices qui racontait des histoires qu'il ne partagerait jamais. Il avait été l'expert en démolition d'Andy en Afghanistan. Un homme capable de faire s'effondrer un bâtiment avec une précision chirurgicale ou de raser un pâté de maison si la situation l'exigeait. Ça me rappelle cette opération à Damas, ajouta Devon Griffith. Déballer du matériel électronique d'une mallette en acier. Devon était un génie de la surveillance et de la guerre électronique. Si quelque chose avait des fils, des circuits ou transmettait un signal, Devon pouvait le contrôler, le pirater ou le faire disparaître complètement. Le 4e homme était Owen DS, et sa présence rendait le plan d'Andy exponentiellement plus dangereux. Owen n'avait pas l'air de grand-chose. Taille moyenne, cheveux clairsemés, le genre de visage qu'on oublie 5 minutes après l'avoir rencontré. Mais Owen était un agent d'entretien, un homme spécialisé dans la disparition définitive des problèmes. Andy l'appela en dernier, et seulement après mûre réflexion. Alors Frankie demanda, en installant un tableau de planification tactique, quel est le colis cible? Andy étala les photos de surveillance sur une table pliante. Dana Williamson, ma femme, et ce morceau de il tapota la photo de Mitch et d'assez fort. Laissez une empreinte digitale. Il planifie ma destruction depuis plus d'1 an, volant de l'argent, empoisonnant ma fille contre moi, se préparant à me voler tout ce pour quoi j'ai travaillé. Les avocats spécialisés en divorce coûtent cher ces temps-ci, demanda Harvey avec un petit rire sombre. Il ne s'agit pas de divorce, dit Andy, sa voix baissant jusqu'à ce ton qui avait poussé les combattants ennemis à se rendre plutôt que de l'affronter au combat. Il s'agit de conséquences. Ces gens pensent qu'ils peuvent trahir quelqu'un comme moi et s'en tirer indemne. Ils ont tort. Il sortit une carte détaillée de Fayetteville et commença à placer des marqueurs. Mitch vit dans un lotissement de Meadowberg, une grande maison sur Riverside Drive. Dana sera là avec lui ce soir. Notre surveillance confirme qu'il se réunissait là-bas 3 fois par semaine pendant mon déploiement. Quel est l'objectif? Demanda Devon, cataloguant déjà mentalement les possibilités de guerre électronique. Destruction totale, dit simplement Andy. Je veux que leur vie soit démantelée morceau par morceau. Leur réputation, leurs finances, leurs relations, leurs sentiments de sécurité. Je veux qu'ils comprennent ce que l'on ressent quand on perd tout. Owen prit la parole pour la première fois, d'une voix calme et professionnelle. À quel point sommes-nous en train de parler? Et il croisa son regard. Cela dépendra de la façon dont ils auront retenu la leçon. Pendant l'heure qui suivit, Andy exposa son plan. Complexe, multidimensionnel, il était conçu pour toucher simultanément tous les aspects de la vie de ses cibles. La première phase serait psychologique, leur faisant comprendre qu'ils étaient surveillés, que leurs secrets n'étaient plus en sécurité. La deuxième phase serait financière, détruisant leur capacité à tirer profit de leur trahison. La troisième phase, enfin, dépendrait de leur réaction aux 2 premières. Devon, j'ai besoin que tu accèdes à toutes leurs communications électroniques. Chaque appel, chaque SMS, chaque email. Je veux savoir ce qu'ils préparent avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. C'est facile. Donnez-moi 48 heures. Harvey, j'ai besoin que tu gères la sécurité physique des 2 lieux. Rien qui puisse blesser des innocents, mais je veux qu'ils se sentent vulnérables chez eux. Compris. Intimidation subtile ou guerre psychologique totale. Commencez subtilement. On peut intensifier les opérations si nécessaire. Frankie, tu coordonnes la surveillance. Je veux savoir où ils vont, toutes les personnes qu'ils voient, toutes leurs conversations. Mes hommes sont déjà en position. Owen.
Andy marqua une pause, regardant le nettoyeur. J'ai besoin de toi en réserve au cas où les choses tourneraient mal. Owen hocha la tête d'un air impassible. Dans leur monde, les plans de secours consistaient souvent à faire disparaître définitivement les problèmes. Et la fille, demanda Frankie. Cathy, c'est ça? L'expression d'Andy s'adoucit un instant. Elle est totalement hors de portée. Elle a été manipulée par sa mère, mais c'est toujours ma petite fille. Toute personne qui me touche ou me rend des comptes personnellement. L'équipe passa le reste de la matinée à passer en revue les détails techniques, les plans d'urgence et les voies d'évacuation. Ces hommes avaient travaillé ensemble dans des situations où l'échec signifiait la mort, et ils agissaient avec une précision qui ne pouvait provenir que d'une confiance absolue. À 14 heures, le téléphone d'Andy sonna. Le nom de Dana apparut à l'écran, et il fit signe de se taire avant de répondre. Bonjour, Dana. Andy, Dieu merci. Où étais-tu? J'essaie de te joindre depuis des heures. Sa voix était tendue, désespérée, comme Andy ne l'avait jamais entendue auparavant. J'ai été occupé. De quoi as-tu besoin? Il faut qu'on parle. Il y a eu un terrible malentendu hier. J'étais contrarié par d'autres choses et je me suis défoulé sur toi. Ce n'était pas juste. Andy faillit sourire. La surveillance préliminaire de Frankie les avait déjà ébranlés. Quel genre d'autre chose? Juste du stress. Des trucs du boulot. Écoute, tu peux me retrouver pour dîner ce soir? Dans un endroit calme où on pourra discuter. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Dana. Tu as été très clair hier. S'il te plaît, Andy. Je sais à quoi ça doit ressembler, mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Des choses que je dois t'expliquer, comme le fait que la pause était longue. Je ne peux pas en parler au téléphone. Retrouve-moi au Romano à 19 heures, s'il te plaît. Andy regarda son équipe, qui écoutait la conversation. Devon suivait déjà l'appel et Harvey souriait comme un requin qui flairerait le sang. D'accord, dit finalement Andy. Romano est à 19 heures. Mais Dana, si c'est un jeu, si tu prépares quelque chose, sache que je ne suis plus le même homme que celui qui était parti en mission. La prison change les gens. Le combat les change encore plus. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre, la laissant se demander ce qu'il voulait dire par cette remarque sibylline. Bien joué, dit Frankie. Semez la graine que vous pourriez être instable. Rendez-les nerveux quant à vos capacités. Qui a dit que je ne le suis pas, répondit Andy, et le silence qui suivit fut profond. L'après-midi passa rapidement tandis que l'équipe se dispersait vers ses missions. Devon disparut avec suffisamment de matériel électronique pour équiper une petite armée. Harvey disparut comme une fumée, bien qu'Andy sache qu'il était déjà en train de repérer les deux cibles. Owen s'éloigna simplement sans un mot, devenant invisible comme seuls les vrais professionnels peuvent le faire. À 18 heures, Andy rentra chez lui préparer le dîner. L'endroit semblait différent, violé, contaminé par ce qui s'était passé pendant son absence. Il prit une douche et s'habilla avec soin, choisissant des vêtements qui lui donneraient l'apparence du mari militaire conventionnel que Dana attendait. Mais dissimulé sous sa veste se trouvait un enregistreur, et dans sa poche, un téléphone qui transmettrait tout directement au poste de surveillance de Devon. D'ici la fin de la soirée, ils auraient suffisamment de preuves pour détruire Dana et Mitch devant n'importe quel tribunal du pays, à condition, bien sûr, qu'Andy décide de laisser la justice s'en charger. Le restaurant Romano était exactement le genre d'endroit que Dana choisirait. Assez chic pour se sentir en sécurité, assez public pour éviter toute confrontation dramatique. Andy arriva 5 minutes en avance et choisit une table avec une vue dégagée sur toutes les sorties. Une habitude qu'il avait maintenue en vie dans une douzaine de pays étrangers. Dana arriva pile à l'heure. Et Annie devait admettre qu'elle était belle. Elle avait choisi une robe qui mettait sa silhouette en valeur sans être trop voyante, et son maquillage était impeccable. Elle mettait tout en œuvre pour lui rappeler ce qu'il perdrait s'il ne se laissait pas influencer par son plan. Andy, dit-elle en se penchant pour l'embrasser sur la joue. Tu as bonne mine. Un peu maigre, peut-être, mais bon. La nourriture de déploiement te fera cet effet, répondit Andy en se levant pour tirer sa chaise, tel le gentleman qu'elle attendait de lui. Ils commandèrent des boissons, du vin pour elle, du café pour lui, et échangèrent des banalités sur la remise des diplômes de Cathy, son retour, la météo. Dana préparait quelque chose, et Andy était content de la laisser prendre les choses en main. Andy, dit-elle finalement en tendant la main par-dessus la table pour lui toucher la sienne.
Je te dois des excuses. Ce que j'ai dit hier était inexcusable. J'étais très stressé, et je me suis défoulé sur toi. Quel genre de stress? Le sourire de Dana vacilla un instant. Stress du travail, stress financier. Tu sais ce que c'est quand on est déployé. Tout me revient. La maison, Cathy, toutes les décisions. Parfois, je me sens dépassé. Je comprends. Et cela justifiait qu'on me dise de ne pas assister à la remise des diplômes de ma fille. Non, ce n'était pas le cas. C'était mal, et je suis désolé, mais Andy, il se passe des choses que tu ignores. Des choses qui nous concernent tous. Andy se renversa dans son fauteuil, observant le visage de sa femme. J'ai reçu des conseils financiers sur notre avenir, sur la planification de la retraite. Le conseiller a suggéré que nous devrions peut-être faire des changements pour protéger nos actifs. De quel type de changement s'agit-il? Eh bien, par exemple, il serait peut-être préférable que certains de nos actifs soient à mon nom uniquement pour des raisons fiscales et pour les protéger en cas de problème. Andy hocha la tête comme si cela était parfaitement logique. Ce conseiller financier, je le connais? Les joues de Dana s'empourprèrent légèrement. Il s'appelle Mitched. Il est spécialisé dans les familles de militaires. Il comprend les défis uniques auxquels nous sommes confrontés. J'aimerais bien le rencontrer, bien sûr. D'ailleurs, il a suggéré que nous nous rencontrions bientôt tous les trois. Il a des idées qui pourraient vraiment profiter à notre famille. Andy souriait, l'espace d'un instant, Dana se détendit. Elle crut gagner. Elle crut réussir à le piéger. Elle ignorait que chacun de ses mots était enregistré, analysé et ajouté à un dossier qui la détruirait complètement. Ça a l'air génial, dit Andy en levant sa tasse de café pour un toast moqueur. À un nouveau départ. À un nouveau départ, acquiesça Dana en faisant teinter son verre de vin contre sa tasse. Alors qu'il terminait de dîner, le téléphone d'Andy vibra, un SMS de Devon. La première phase était terminée. Dans les 24 heures qui suivirent, Dana et Mitch découvriraient que leur conversation privée ne l'était plus. Leurs transactions financières étaient surveillées et leurs plans soigneusement élaborés allaient être révélés au grand jour. Andy paya l'addition et raccompagna Dana jusqu'à sa voiture, jouant parfaitement le rôle du mari inquiet. Il l'embrassa et lui promit de l'appeler demain pour lui dire de rencontrer Mitch. Mais tandis qu'il la regardait s'éloigner, l'expression d'Andy reprit le regard froid et calculateur d'un prédateur qui vient d'acculer sa proie. La guerre avait officiellement commencé. Chapitre 4. Première frappe. Le SMS est arrivé à 0h347. Colis livré. Les sujets sont réveillés. Andy sourit dans l'obscurité de son poste de commandement temporaire. Le premier geste d'Harvey avait été subtil mais efficace. Une brève panne de courant chez Mitched, suivie du bruit de quelqu'un testant portes et fenêtres. Rien de criminel, rien de traçable, juste assez pour faire comprendre à deux coupables qu'ils n'étaient plus en sécurité dans leur sanctuaire. À 6 heures, Devon avait intercepté 17 appels téléphoniques entre Dana et Mitch, tous plus paniqués les uns que les autres. Quelqu'un était devant chez moi la nuit dernière. La voix de Mitch était tendue par la peur sur l'enregistrement. J'ai entendu des pas, vu des ombres. Quand j'ai regardé dehors, la rue était vide. Mais je sais que quelqu'un était là. Peut-être que c'était juste. Non, Dana, ce n'est pas une coïncidence. Ton mari revient et soudain, je suis surveillé. Il sait quelque chose et il ne sait rien. Il n'est pas assez intelligent pour le faire. Ton mari est membre des forces spéciales, Dana. Ces gens sont entraînés à tuer à main nue. Et s'il préparait quelque chose? Andy devait admirer l'intuition de Mitch. Cet homme était lui-même un prédateur, ce qui le rendait plus sensible à la traque. Malheureusement pour lui, ce même instinct de prédateur l'avait rendu trop sûr de lui. À 8 heures, Annie entra dans les bureaux du cabinet d'avocat de River, le même cabinet qui lui avait laissé un message vocal. La réceptionniste, une jeune femme nommée Cher Morris, leva les yeux avec un sourire professionnel. « Je suis ici pour voir Stan Rivers, » dit Andy. Andy Williamson. Son sourire s'estompa. « Monsieur Williamson, veuillez vous asseoir. Je préviens Monsieur Rivers de votre présence. » En moins de 30 secondes, un homme à l'air nerveux, vêtu d'un costume coûteux, apparut. Stan Rivers était exactement ce qu'Andy attendait. Milieu de la quarantaine, plutôt calme, le genre d'avocat spécialisé dans la séparation des militaires de leurs biens.
Monsieur Williamson, merci d'être passé. J'ai essayé de vous joindre. J'ai reçu un message. Vous avez dit qu'il y avait des questions urgentes à discuter. Rivers a conduit Andy dans une salle de conférence et a fermé la porte. Oui. Eh bien, votre femme est venue me voir avec des inquiétudes concernant la protection de vos biens. Elle semblait penser que vous étiez instable depuis votre retour de mission. Instable? Comment? Un syndrome de stress post-traumatique, des problèmes de gestion de la colère, ce genre de choses. Elle s'inquiétait pour sa sécurité et voulait s'assurer que les biens familiaux soient protégés. Andy a hoché la tête d'un air pensif. Je vois. Et vous avez accepté de l'aider? Eh bien, oui. Lorsqu'une conjointe de militaire exprime des inquiétudes concernant des violences conjugales, y a-t-il eu des signalements de violences conjugales, monsieur Rivers? Non, mais des rapports de police, des visites à l'hôpital, des preuves de quelque nature que ce soit que j'ai jamais porté la main sur ma femme. Rivers a tremblé, mal à l'aise. Non, mais ces situations peuvent vite dégénérer. Alors, vous avez décidé d'aider ma femme à voler mes biens sur sa seule parole, sans enquête, sans me parler, sans la moindre preuve. Monsieur Williamson, je n'apprécie pas cette insinuation. Andy se pencha et sa voix se réduisit à un murmure qui glaça le sang de Rivers. Monsieur Rivers, j'ai passé 20 ans à servir mon pays. J'ai été abattu, explosé et décoré pour mon courage sous le feu ennemi. Je n'ai jamais frappé ma femme, menacé, ni donné la moindre raison de craindre pour sa sécurité. Mais vous avez choisi de l'aider à commettre ce qui s'apparente à un vol de biens matrimoniaux, sur la seule base de ses mensonges. Rivers transpirait à grosses gouttes. S'il y a eu un malentendu. Oh, il y a bien eu un malentendu. Voyez-vous, vous pensiez avoir affaire à un vétéran délabré qui se laisserait voler sa vie. Vous vous trompez. Andy se leva et posa un dossier sur la table. C'est une analyse financière complète de toutes les transactions effectuées par ma femme au cours de l'année écoulée. Chaque compte caché, chaque transfert d'actifs, chaque dollar qu'elle a volé. Vos empreintes digitales sont partout dans les documents juridiques. Rivers ouvrit un dossier et pâlit. Comment avez-vous fait? J'avais aussi des enregistrements de conversations entre ma femme et son amant, évoquant leur projet d'escroquerie. Des conversations où il mentionnait spécifiquement votre coopération pour dissimuler des actifs. Monsieur Williamson, je peux vous expliquer. Vous pouvez l'expliquer au barreau de l'État de Caroline du Nord. Je porterai plainte pour votre conduite contraire à l'éthique cet après-midi. Andy se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Oh, et monsieur Rivers, vous devriez peut-être revoir votre assurance responsabilité civile professionnelle. Quelque chose me dit que vous en aurez besoin. À 1000 heures, Andy était garé en face de Head Development Corporation, la société immobilière de Mitch. Le bâtiment était moderne, en verre et en acier, le genre de façade tapa accent grave-l'œil qui impressionnait les clients mais coûtait une fortune à entretenir. À travers ses jumelles, Andy pouvait voir Mitch faire les 100 pas dans son bureau d'angle. Le téléphone collait à son oreille. Le sien vibra, avec une mise à jour de Devon. Les dossiers financiers montrent que le développement de Head est exploité à outrance. L'entreprise fonctionne à crédit et avec des fonds d'investisseurs depuis 6 mois. Un gros contrat échoue et tout s'écroule. Parfait. Andy se demandait comment frapper Mitch là où ça ferait le plus mal. Maintenant, il savait. À 11h30, Andy entra dans les bureaux de la commission d'urbanisme de Meadowbrook, où le dernier projet de développement de Mitch était en attente d'approbation. La réceptionniste le dirigea vers le bureau de la commissaire Vicky Lim, une femme d'une 50aine d'années à l'air sévère. Commissaire Lim, je suis Andy Williamson. Je crois que vous avez un projet de développement en attente de la part de Head Development Corporation. Oui, le projet Riverside Estate. 30 maisons de luxe au bord de la rivière. Êtes-vous un voisin? Quelque chose comme ça. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion d'examiner attentivement les antécédents de Monsieur Head. Les vérifications d'usage avaient été effectuées. Licence commerciale, état financier, ce genre de choses. Et il a déposé un autre dossier sur son bureau. Vous devriez peut-être consulter ceci. Il s'agit d'un historique complet des projets antérieurs de Monsieur Head, y compris ceux qui n'ont jamais été réalisés, les investisseurs escroqués et les violations environnementales dissimulées. La commissaire Lim ouvrit le dossier et commença sa lecture. Son expression se fit plus sérieuse à chaque page. Où avez-vous trouvé ces informations? Des documents publics, principalement.
Il suffit de savoir où chercher. Monsieur Ed a l'habitude de lancer des projets, de collecter l'argent des investisseurs, puis de disparaître lorsque des problèmes surviennent. Le projet Riverside ne fera pas exception. C'est très inquiétant. Si seulement la moitié de ce qui précède est vrai. Tout est documenté, mais il y a plus. Andy sortit un deuxième dossier. Des études d'impact environnemental du site proposé. Saviez-vous qu'un ruisseau souterrain traverse directement la propriété et que construire dessus enfreindrait 3 réglementations différentes de l'EPA? La commissaire Lim était désormais pleinement absorbée, prenant des notes tout en lisant. Monsieur Williamson, je pense que nous devons convoquer une réunion d'urgence pour examiner cette demande. Ce serait approprié. Bien sûr, si la nouvelle se répand que la commission réexamine le projet, cela pourrait affecter la capacité de Monsieur Ed à obtenir un financement. Andy quitta le bureau d'urbanisme avec la satisfaction de savoir que la principale source de revenus de Mitch était sur le point de disparaître. Mais il n'avait pas encore terminé. À 14 heures, Andy se rendit à la First National Bank, où Mitch détenait ses principaux comptes professionnels. Andy avait appelé à l'avance, utilisant ses qualifications militaires et quelques références soigneusement placées pour organiser une rencontre avec le président de la banque, Tommy Ross. Monsieur Williamson, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre dossier de service est impressionnant. Merci, Monsieur Ross. Je suis ici pour une possible fraude impliquant l'un de vos clients commerciaux. Oh, Andy étala des documents financiers sur le bureau de Ross. Mitch Ed utilisait de faux relevés de revenus pour obtenir des prêts. Ces documents montrent sa véritable situation financière par rapport à ce qu'elle était. Il a été signalé à votre banque. Ross a étudié attentivement les documents. Ces divergences sont importantes. Si cela est exact, Monsieur Ed viole ses contrats de prêt depuis des mois. Ce n'est pas tout. Il a utilisé les fonds pour financer son train de vie personnel plutôt que le développement commercial qu'il prétendait. Cela comprend des voyages coûteux, des achats de luxe et des cadeaux pour des femmes qu'il fréquentait, y compris des femmes mariées, dont ma femme. Le visage de Ross se durcit. First National avait une réputation à préserver, et être associé à la fraude et à l'adultère n'était pas bon pour les affaires. Monsieur Williamson, je dois vérifier ces informations, mais si elles sont exactes, nous appellerons immédiatement le service des prêts de Monsieur Ed. Je comprends parfaitement. Merci pour votre temps. À 16 heures, Andy était de retour à son poste de commandement pour faire le point sur la journée. En 8 heures, il avait déclenché des enquêtes qui allaient ruiner la représentation juridique de Mitch, son important projet de développement et le financement de son entreprise. Mais l'opération la plus importante de la journée restait à venir. À 18 heures, Dana devait rencontrer Mitch chez lui pour leur rendez-vous habituel. Il devait être désespéré, effrayé par les événements de la nuit précédente et paniqué par les problèmes juridiques et financiers qui s'étaient soudainement matérialisés. Les gens désespérés font des erreurs, et Andy comptait sur une erreur bien précise. Son téléphone vibra, un SMS de Harvey lui parvint. Les sujets se réunissent comme prévu. Le colis est en place. Andy sourit. La phase 2 allait commencer. Chapitre 5, le piège. Les images de surveillance étaient d'une clarté cristalline. À 18h03 précise, la BMW de Dana s'est garée dans l'allée d'un Mitch et elle a pratiquement couru vers la porte d'entrée. Son langage corporel criait la panique, les épaules voûtées, regardant constamment par-dessus son épaule, se déplaçant avec l'urgence saccadée de quelqu'un qui se s'est traqué depuis sa position dans l'entrepôt abandonné. Andy observait les images des 6 caméras différentes que Devon avait placées autour de la propriété de Mitch. Vidéo haute définition, audio directionnel, imagerie thermique. Rien n'était laissé au hasard. Elle a peur, observa Frankie en regardant Dana disparaître dans le « elle devrait l'être », répondit Andy, la voix pleine de la satisfaction froide d'un prédateur qui aurait réussi à mener sa proie exactement là où il la voulait. À l'intérieur de la maison, la surveillance audio captait chaque mot. C'est de la folie, disait Mitch. Son assurance habituelle avait été remplacée par une peur à peine contenue. Quelqu'un nous cible spécifiquement. La banque a appelé ce matin pour parler d'irrégularités dans les prêts. La commission d'urbanisme examine mon projet et mon avocat dit qu'il ne peut plus me représenter pour cause de conflit d'éthique. Comment ça, conflit d'éthique? La voix de Dana était aiguë. Stan Rivers dit qu'il ne peut pas nous représenter tous les deux parce qu'Andy est venu le voir aujourd'hui. Il avait des documents. Dana. Des relevés financiers, des enregistrements, des choses qui auraient dû être impossibles à obtenir.
Il y eut un long silence. Puis Dana parla à voix basse. Que sait-il? Tout. Il sait sur nous. Sur les transferts d'argent, sur le projet de divorce. La question est de savoir ce qu'il compte faire. Andy sourit d'un air sombre. Ce qu'il prévoyait de faire était bien pire que tout ce qu'il pouvait faire. Imaginez. Sur l'écran, Andy observait la signature thermique d'Harvey s'approcher de la maison par l'arrière. Le grand homme se déplaçait comme un fantôme malgré sa taille. Des décennies d'opérations secrètes lui avaient appris à naviguer en territoire hostile sans se faire repérer. Harvey est en position, rapporta Devon. Tous les équipements de surveillance sont actifs et les sujets sont dans la zone cible. Exécutez la phase 2 alpha, ordonna Andy. Ce qui se passa ensuite fut un chef-d'œuvre de guerre psychologique. Harvey commença par quelque chose de simple, le bruit de quelqu'un marchant sur le toit. Pas de course, pas d'effraction, juste le pas régulier et posé de quelqu'un qui voulait être entendu. À l'intérieur de la maison, Dana et Mitch se figèrent. Qu'est-ce que c'était? Chuchota Dana. Du calme. Mitch se dirigeait vers la fenêtre, essayant de voir dehors. Il y a quelqu'un là-haut. Les pas s'arrêtèrent, et pendant 30 secondes, le silence régna. Puis ils reprirent, cette fois, leur déplacement du toit vers le côté de la maison comme si quelqu'un descendait. Appelez la police, siffla Dana. Et leur dire quoi? Ma petite amie mariée et moi avons entendu des pas alors que nous préparions une escroquerie à son mari. Andy admirait le sens tactique de Mitch, même s'il le méprisait lui-même. Appeler la police créerait une liste de questions auxquelles aucun des deux ne voulait répondre. La phase 2 Bravo commença par les lumières. Toutes les lumières de la maison s'éteignirent simultanément, plongeant Dana et Mitch dans le noir complet. Le courant de secours se déclencha 30 secondes plus tard, mais ces 30 secondes suffirent à plonger les deux cibles dans une panique totale. Quelqu'un a coupé le courant, dit Mitch, la voix tendue par la peur. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un nous cible spécifiquement. C'est Andy, dit Dana, et pour la première fois, elle parut absolument certaine. Il sait. Oh mon Dieu, il sait tout. Charlie, phase 2, était le plus subtil et peut-être le plus efficace. Devon avait piraté le système de sécurité de Mitch, et maintenant il commençait à le manipuler d'une manière qui rendrait un esprit coupable paranoïaque. Des détecteurs de mouvement se déclenchaient aux fenêtres où personne ne se tenait. Les détecteurs de portes indiquaient des ouvertures et des fermetures inexistantes. Les systèmes de sécurité enregistraient des annonces vocales de portes d'entrée et de derrière ouvertes, ainsi que des mouvements détectés dans la chambre principale, dans un cycle incessant de fausses alertes. Les systèmes dysfonctionnaient, dit Mitch, mais sa voix était dépourvue de conviction. Ou alors quelqu'un les pirate, répondit Dana. Et il a toujours été doué en informatique. Et il n'était pas particulièrement doué en informatique, mais il n'en avait pas besoin. Il avait Devon, et Devon était un artiste. Pendant 20 minutes, Harvey continua son agression psychologique. Des pas qui commençaient et s'arrêtaient. Des ombres qui passaient devant les fenêtres. Le bruit de quelqu'un testant les poignées de porte. Ils essayaient de verrouiller, tapaient sur la vitre, sans jamais franchir la limite de l'effraction, mais créaient l'impression accablante que la maison était encerclée par des forces hostiles. À l'intérieur, Dana et Mitch s'effondraient. Il faut appeler la police, répéta Dana. On ne peut pas. Tu ne comprends pas? Si Andy a des preuves de ce qu'on a fait, s'il a des enregistrements, la police ne nous aidera pas. Ils nous arrêteront. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On file ce soir. On prend tout l'argent qu'on peut et on disparaît. Et Cathy? Et elle? Elle a 18 ans, Dana. Ce n'est plus une enfant. Les poings d'Andy se serrèrent. La désinvolture avec laquelle Mitch minimisait l'importance de sa fille révélait exactement quel genre d'homme il était. Annie avait connu des prédateurs comme ça dans les zones de guerre. Des hommes capables d'utiliser et d'écarter n'importe qui pour se sauver. On ne peut pas l'abandonner comme ça, dit Dana, d'une voix sans conviction. Ce n'est pas mon problème. Et si on reste, elle sera aux premières loges pour nous voir aller en prison. C'est ça que tu veux? Il y eut un long silence. Et quand Dana reprit la parole, Andy entendit quelque chose s'éteindre à sa voix. À combien d'argent avons-nous accès ce soir? Peut-être 60 000 $ de mes comptes professionnels. 40 $ de plus de tes comptes personnels. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour disparaître.
Où irions-nous? J'ai des contacts au Costa Rica. Pas de traité d'extradition. Facile d'acheter de nouvelles identités. On pourrait être dans un avion demain matin. Andy en avait assez entendu. Sa femme prévoyait d'abandonner leur fille et de fuir le pays avec un escroc. Tous les doutes qui subsistaient sur la légitimité de sa mission se sont complètement évanouis. Devons, dit-il doucement. Tu reçois tout ça? Chaque mot, patron. Enregistrement numérique sauvegardé sur plusieurs serveurs. Bien. Harvey commença la phase 3. La phase 3, c'était quand Andy arrêta de jouer. La porte d'entrée de la maison de Mitch s'ouvrit avec un léger clic. Ni violent, ni dramatique, juste comme si quelqu'un avait utilisé une clé. Tu as entendu? La voix de Dana était à peine un murmure. La porte d'entrée venait de s'ouvrir. Mitch dit d'une voix brisée. Quelqu'un est dans la maison. Ils entendaient des pas, réguliers et posés, traverser le rez-de-chaussée. Sans chercher à se faire discret, sans se faufiler, marchant avec l'assurance de quelqu'un qui a sa place ici. Porte de derrière. Mitch siffla. Nous sortons par la porte de derrière. Il se dirige vers l'arrière de la maison. Mais avant qu'ils puissent atteindre la sortie, la porte de derrière s'ouvrit à son tour. D'autres pas venant de cette direction. Nous sommes coincés, dit Dana. Et Andy entendait des larmes dans sa voix. Le garage. Mitch dit, on peut accéder à la voiture par le garage. Ils se dirigèrent vers la porte communicante avec le garage, mais lorsque Mitch essaya la poignée, elle ne tourna pas. La serrure avait été enclenchée de l'autre côté. C'est verrouillé, dit-il en secouant la poignée désespérément. C'est impossible. Ça ne se verrouille pas du côté du garage, mais maintenant, si. Grâce aux modifications d'Harvey, les pas se rapprochaient, venant des deux côtés. Dana et Mitch étaient coincés dans la partie centrale de la maison, sans aucun endroit où aller. S'il vous plaît, cria Dana dans l'obscurité. Qui que vous soyez, on peut régler ça. On peut vous payer. Les pas s'arrêtèrent. Andy. Dana essaya de nouveau. Andy, si c'est toi, s'il te plaît. Parlons-en. Je sais que tu es en colère, mais on peut arranger ça. Silence. Puis, des haut-parleurs dans toute la maison, la voix d'Andy emplit l'air. Pas en direct. C'était un enregistrement que Devon avait préparé, diffusé par le système audio de la maison. Dana, Mitch, vous avez été très occupés pendant mon absence. Andy, s'il vous plaît. Vous pensiez vraiment que je ne le découvrirais pas? Vous pensiez que j'étais trop stupide, trop confiante, trop dévastée pour voir ce que vous faisiez? La voix enregistrée d'Andy était calme, sur le ton de la conversation, ce qui la rendait infiniment plus terrifiante que s'il avait crié. Je suis au courant de cette affaire. Je suis au courant de l'argent que vous avez volé. Je suis au courant de votre plan pour me détruire et prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je suis au courant de votre plan pour abandonner ma fille et fuir le pays. On peut s'expliquer. Vous pouvez l'expliquer au FBI. Je leur ai déjà fourni toutes les preuves de votre fraude, de votre vol et de votre complot. Ils seront là demain matin. C'était un mensonge. Andy n'avait pas encore contacté le FBI, mais Dana et Mitch l'ignoraient. Mais c'était demain. L'enregistrement continuait. Ce soir, tu m'appartiens. Les lumières s'éteignirent à nouveau, mais cette fois, elles ne se rallumèrent pas. Au centre de commandement, Andy se leva. Harvey, Owen, il y a longtemps. Amenez-les à l'entrepôt. Vivant, demanda Owen. Pour l'instant, Andy avait passé des semaines à préparer ce moment, à envisager tous les angles, toutes les issues possibles. Dana et Mitch avaient détruit sa famille, volé son argent et projeté d'abandonner sa fille. Ils n'avaient manifesté aucun remords, aucune hésitation, aucune décence humaine. Maintenant, ils allaient apprendre ce qui arrive quand on trahit Andy Williamson. La vraie leçon allait commencer. Chapitre 6. Le jugement. L'entrepôt était froid, résonnant du bruit des chaises métalliques raclant le béton tandis qu'Harvey et Owen positionnaient leurs prisonniers au centre de l'espace vide. Des projecteurs portatifs créaient un cercle de lumière crue au-delà duquel les ombres semblaient s'étendre à l'infini. Dana et Mitch étaient assis dos à dos, attachés à leurs chaises par des entraves de qualité militaire. Aucun des deux n'était blessé physiquement. Andy avait été très précis à ce sujet,
mais tous deux étaient dans un état de choc frisant la catatonie. Andy émergea de l'ombre, toujours en civil, mais avec une allure plus militaire que dans son uniforme. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans ses mouvements, qui trahissait une violence soigneusement maîtrisée. « Bonjour, Dana, dit-il sur le ton de la conversation. « Mitch. » Dana releva la tête et Andy vit qu'elle avait pleuré. « Andy, s'il te plaît. Quoi que tu penses qu'on ait fait, je ne pense rien. Je sais exactement ce que tu as fait. » Andy fit lentement le tour des chaises, ses pas résonnant dans l'espace vide. La question est de savoir quoi faire. « Écoute, mec, dit Mitch, essaie de paraître confiant malgré la situation. Je ne sais pas ce que Dana t'a dit, mais Andy s'arrêta et fixa Mitch jusqu'à ce que sa voix se mue. Mitch avait 38 ans, 2 fois divorcé, 3 condamnations pour fraude, toutes réduites à des délits mineurs, et faisait actuellement l'objet d'une enquête du fisc pour fraude fiscale. Le visage de Mitch pâlit. « Comment ça se fait ? Je sais tout de toi, Mitch. Y compris que Dana n'est pas ta première victime mariée. Tu mènes cette arnaque depuis des années. Trouver une épouse de militaire dont le mari est déployé. La séduire. La convaincre de cacher des biens. Puis disparaître avec tout une fois le divorce prononcé. » Andy sortit une tablette et commença à lire. Sandra Morrison, capitaine des marines divorcée, a perdu 300 000 $. Jennifer Walsh, major divorcée, a perdu sa maison et la garde de ses enfants. Melissa Chin, lieutenant-colonel de l'armée de l'air divorcée, a tout perdu et a fait une dépression nerveuse. Chaque nom a frappé Mitch comme un coup dur. Je ne sais pas vraiment de quoi tu parles, car j'ai des relevés bancaires, des reçus d'hôtel et des enregistrements de conversations téléphoniques qui disent le contraire. Andy a posé la tablette et a pris une chemise en papier craft. Mais ma preuve préférée est celle-ci. Un enregistrement d'il y a 3 semaines où vous et Dana discutiez de la meilleure façon de briser psychologiquement Mickey après le divorce. Quelque chose comme s'assurer que je serais trop dévasté pour riposter. Vous avez joué quelques secondes d'audio et la voix de Dana a rempli l'entrepôt. Si on peut lui faire croire que Cathy le déteste, il disparaîtra. C'est le genre de personne qui préfère souffrir seule plutôt que de se battre pour quelque chose qui pourrait blesser sa fille. Dana sanglotait maintenant. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. J'étais confuse. Je n'avais pas les idées claires. Tu pensais chaque mot. Et il a dit froidement. Tu prépares ça depuis plus d'1 an. Transférer de l'argent, manipuler Cathy, te préparer à détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. L'argent, on peut le rendre. Peux-tu me rendre le respect de ma fille ? Peux-tu me rendre 20 ans de confiance ? Peux-tu me rendre la fierté ? J'ai ressenti ça en pensant rentrer chez moi auprès d'une famille qui m'aimait. La voix d'Andy ne s'éleva jamais au-delà d'un ton de conversation. Mais quelque chose dans son ton fit tressaillir les deux captifs. Voilà ce qui va se passer. Andy continua. Mitch, tu vas avouer avoir escroqué toutes les femmes que tu as victimisées. Tu vas dédommager chacune d'elles, et tu vas disparaître de Caroline du Nord à jamais. Et si je refuse, sourit Andy. Et ce n'était pas une expression agréable. Owen, montre à Monsieur Ed ce qui arrive à ceux qui refusent. Owen s'avança dans la lumière et Mitch le vit clairement pour la première fois. Il y avait quelque chose dans le visage de l'homme, ses yeux morts, qui exprimait une violence aussi désinvolte qu'une respiration. Je suis spécialisé dans la fabrication, les problèmes disparaissent, dit doucement Owen. Parfois, les problèmes sont des preuves. Parfois, ce sont des témoins. Parfois, ce sont des gens qui refusent des demandes raisonnables. Mitch déglutit difficilement. Quoi ? Quel genre d'aveu ? Écrit, signé, devant témoins et notariés, avouant fraude, complot et complot en vue de commettre un adultère, avec des détails précis sur vos méthodes et vos autres victimes. Ça me détruirait légalement. Oui, ça le ferait. Mais vous seriez en vie pour en subir les conséquences. Refusez, et je laisserai Owens résoudre le problème à sa façon. Mitch observa l'entrepôt, s'imprégnant de l'isolement, du professionnalisme avec lequel il avait été capturé, de l'évidente précision militaire de l'opération. Ce n'étaient pas des civils qui jouaient à des jeux. C'étaient des hommes qui avaient déjà fait ce genre de choses dans des endroits où personne ne poserait jamais de questions. Je signerai ce que vous voudrez, dit-il. Enfin. Un choix judicieux. Andy se tourna vers Dana. Votre situation est plus compliquée. Andy, je suis votre femme,
la mère de votre fille. Ça ne veut rien dire? Ça voulait tout dire. Jusqu'à ce que vous décidiez de jeter l'éponge. Il l'a volée à un escroc et a de l'argent volé. Andy a tiré une autre chaise et s'est assis en face d'elle. L'espace d'un instant, son expression s'est adoucie et Dana a aperçu l'homme qu'elle avait épousé. Te souviens-tu du jour de notre mariage? A-t-il demandé. Tu m'as promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire. Dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté. Tu t'en souviens? Oui, murmura Dana. J'ai tenu ces promesses pendant 4 déploiements, pendant des mois de séparation, malgré les cauchemars, les blessures et tout ce qui accompagne la vie militaire. J'ai tenu mes promesses. Je sais que tu les as tenues. Et tu les as balancées la première fois qu'un beau parleur t'a convaincu que tu méritais mieux. Et il s'est levé et a recommencé à faire les 100 pas. Mais voilà, Dana. Je ne suis pas seulement en colère à cause de cette liaison. On fait des erreurs. Les mariages échouent. Ça arrive. Ce que je ne peux pas pardonner, c'est ce que tu as fait à Cathy. Je ne lui ai jamais fait de mal. Tu l'as monté contre moi. Tu as empoisonné son esprit. Tu lui as fait croire que je ne voulais pas être à sa remise de diplôme. Tu l'as convaincu que j'abandonnais la famille. Tu as utilisé notre fille comme une arme contre moi. Dana pleurait encore plus fort. J'avais peur. Je me suis dit que si tu découvrais pour Mitch, alors tu as décidé de détruire ma relation avec ma fille pour protéger ta liaison. Tu étais prête à tout sacrifier, elle et moi, pour te sauver. Et il s'est agenouillé. Il était donc à la hauteur de Dana. C'est impardonnable. Un homme peut survivre à la perte de sa femme. Il peut survivre à la perte de son argent, de sa maison, de sa fierté. Mais si tu essaies de m'enlever ma fille, tu franchis une ligne que tu ne pourras jamais franchir. Qu'est-ce que tu vas faire? Andy se leva et retourna dans l'ombre. À son retour, il portait une mallette. Tu vas signer les papiers du divorce, me donnant la garde exclusive de Cathy et avouant adultère et fraude. Tu vas liquider tous les biens que tu as cachés et rendre chaque centime que tu as volé. Tu vas disparaître complètement de la vie de Cathy. Je ne peux pas abandonner ma fille. Tu l'as déjà fait. Dès l'instant où tu as décidé de fuir le pays avec Mitch. La seule question maintenant est de savoir si tu disparais volontairement ou involontairement. Dana regarda autour d'elle dans l'entrepôt, revoyant les mêmes choses que Mitch. L'isolement, le cadre professionnel, les hommes qui se comportaient comme des prédateurs. Et si je signe, tu pourras vivre. Tu auras une longueur d'avance avant moi. Remettez les preuves aux autorités. Vous avez la possibilité de disparaître dans un endroit où il n'existe pas de traité d'extradition. Combien de temps? 24 heures. Andy ouvrit la mallette et en sortit des documents juridiques qui avaient visiblement été préparés à l'avance. Chaque détail avait été étudié, chaque éventualité prévue. Ces documents me renvoient tout. Maison, compte bancaire, placement, tout. Ils comprennent également des aveux d'adultère et de fraude, des témoignages sur votre liaison avec Mitch, et une renonciation volontaire à tous les droits parentaux. Je ne peux pas céder ma fille. Vous l'avez déjà fait. Vous n'avez juste pas encore légalisé la chose. Pendant 20 minutes, Dana a tenté de négocier pour trouver un terrain d'entente qui lui permettrait de garder un lien avec Cathy, mais Andy était implacable. Elle avait dépassé les bornes en utilisant Cathy comme une arme, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Finalement, sous le regard inexpressif d'Owen, Dana a signé les papiers. Mitch avait signé ses aveux 1 heure plus tôt, admettant avoir monté des stratagèmes frauduleux contre des épouses de militaires et fournissant des détails précis qui pourraient laisser les forces de l'ordre le poursuivre avec succès. Excellent, dit Andy en ramassant les documents. Harby, ramène-les chez Mitch. Laisse-les là. Ne les laisse communiquer avec personne. Ne les laisse rien emporter d'autre que des vêtements de base et des papiers d'identité. Et les voitures? Les téléphones portables? Ils peuvent avoir une voiture et l'argent liquide qu'ils ont dans leur portefeuille, rien d'autre. Et il se tourna vers ses captifs. Vous avez 24 heures avant que je transmette ces preuves au FBI, au fisc et à la police d'État de Caroline du Nord. Je vous suggère d'utiliser ce temps à bon escient. Où sommes-nous censés aller? Demanda Dana. Ce n'est plus mon problème. Alors qu'Harvey et Owen se préparaient à ramener Dana et Mitch chez Mitch, Andy sortit son téléphone et passa un appel. Cathy, c'est papa.
Tu peux me retrouver à la maison demain matin. Il y a certaines choses dont nous devons discuter. Tout va bien? Maman se comporte vraiment bizarrement ces derniers temps et elle n'était pas à la maison hier soir. Tout ira bien, ma chérie. Mieux que. Très bien. Je t'expliquerai tout demain. Après avoir raccroché, Andy se retrouva seul dans l'entrepôt, entouré des preuves de son opération réussie. En moins de 72 heures, il avait identifié ses ennemis, recueilli des renseignements, exécuté un plan complexe et remporté une victoire totale. Dana et Mitch disparaîtraient, probablement en Amérique du Sud ou dans un endroit tout aussi lointain. Ils passeraient le reste de leur vie à regarder par-dessus leur épaule, sans jamais savoir si ce soir serait celui où Andy Williamson déciderait d'en apprendre suffisamment. Et Cathy. Cathy apprendrait enfin la vérité sur ce que sa mère avait fait et pourquoi son père avait semblé l'abandonner. Andy Williamson avait servi son pays avec honneur pendant 20 ans. Maintenant, il rendrait justice avec le même dévouement. La guerre était gagnée. Chapitre 7. La vérité. Cathy Williamson était assise à la table de la cuisine de sa maison d'enfance, les yeux rivés sur une pile de documents qui venaient de détruire tout ce qu'elle pensait savoir de sa vie. Relevés bancaires, photos de surveillance, conversations enregistrées, documents juridiques, les preuves complètes de la trahison de sa mère, présentées par ordre chronologique. Je ne comprends pas, dit-elle pour la 3e fois, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Maman a dit que tu ne voulais pas me voir, pour la remise des diplômes. Elle a dit que tu étais en colère à propos de quelque chose et que tu risquais de ne pas revenir de mission. Andy était assis en face de sa fille, la regardant assimiler l'ampleur de ce qu'elle apprenait. À 18 ans, Cathy avait les cheveux blonds et les traits délicats de sa mère, mais elle avait les yeux gris acier et la mâchoire têtue d'Andy. À cet instant, ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'elle réalisa à quel point elle avait été manipulée. Ta mère t'a menti, ma chérie, surtout. Cathy a récupéré une des photos de surveillance. Dana et Mitch s'embrassant devant un hôtel haut de gamme. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Plus d'1 an, d'après les preuves. Peut-être plus. Et tu le savais en rentrant, tu le savais déjà. J'ai soupçonné que quelque chose clochait quand ta mère m'a dit de ne pas venir à ta remise des diplômes. Je l'ai confirmé en moins de 12 heures. Cathy est restée silencieuse un long moment, lisant des relevés bancaires qui montraient que sa mère volait systématiquement de l'argent dans des caisses communes. Compte. Elle comptait partir avec lui. Oui. Et elle allait m'emmener? Andy hésita. C'était le moment qu'il redoutait. En fait, mon chéri, elle comptait te laisser derrière elle. Cathy leva brusquement les yeux. Quoi? Andy passa l'une des conversations enregistrées d'il y a 2 nuits. La voix de Dana emplit la cuisine. Elle a 18 ans, Mitch. Ce n'est plus une enfant. Ce n'est pas mon problème. Cathy écouta sa mère parler nonchalamment de son abandon, et quelque chose sembla se briser en elle. Les larmes cessèrent, remplacées par quelque chose de plus dur. Elle allait me quitter, dit-elle d'un ton neutre. Je suis désolé, Cathy. Je sais combien ça fait mal. Où est-elle maintenant? Partie. Elle et Mitch ont quitté le pays tôt ce matin. Cathy hocha la tête, assimilant cette information avec une maturité qui rendit Andy fier et triste à la fois. Et tu les as laissés partir. Je leur ai donné le choix. Assumer les conséquences juridiques de ce qu'ils avaient fait ou disparaître à jamais. Ils ont choisi de disparaître. Le feront-ils un jour? Revenir? Non. Cathy resta silencieuse un long moment, puis leva les yeux vers son père avec une expression qui lui rappelait puissamment lui-même. Bien. Andy fut surpris par la véninité dans sa voix. Cathy, non, papa. J'arrête de faire semblant qu'il s'agit d'un tragique malentendu. Maman ne t'a pas seulement trompé. Elle nous a volés. Elle m'a menti pendant plus d'1 an. Elle m'a retourné contre toi et a ensuite planifié de m'abandonner complètement. La voix de Cathy devenait plus forte, plus colérique. Je ne veux pas qu'elle revienne. Je ne veux plus jamais la revoir. Andy tendit la main par-dessus la table et prit celle de sa fille. C'est normal d'être en colère, mais ne laisse pas cette colère t'empoisonner. Ta mère a fait de terribles choix, mais elle est toujours la femme qui t'a donné naissance, qui t'a élevé, qui m'a menti tous les jours pendant 1 an, interrompit Cathy. Qui m'a fait croire que tu ne m'aimais plus? Qui a failli me faire regretter la présence de mon père à ma remise de diplôme parce qu'elle protégeait sa liaison?
Cathy retira sa main et se leva. Elle se leva, arpentant la cuisine comme un animal en cage. Tu sais le pire? J'avais vraiment pitié d'elle. Quand tu étais déployé, elle pleurait et me racontait à quel point c'était dur d'être seule, combien tu lui manquais, et je la réconfortais. Je lui disais que tu rentrerais bientôt, que tout irait bien. Elle te manipulait. Elle était diabolique, dit Cathy d'un ton définitif. Et je suis contente qu'elle soit partie. Andy observa le visage de sa fille, y voyant des émotions qu'aucune jeune fille de 18 ans ne devrait ressentir. Mais il y vit aussi de la force, de la résilience, le genre de caractère qui l'aiderait à survivre à cette trahison et à en sortir plus forte. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Cathy. Maintenant, on reconstruit. On va être juste toi et moi pendant un moment. Et les études supérieures? Maman était censée m'aider avec les candidatures, les formulaires d'aide financière. Tout est réglé. Je gère nos finances depuis le déploiement et ton fonds pour les études supérieures est intact. Plus qu'intact, en fait, depuis que j'ai récupéré tout l'argent que ta mère avait volé. Cathy parut surprise. Combien a-t-elle pris? Environ 80 000 $ au cours de l'année écoulée. Seigneur! Cathy se rassit lourdement. Elle avait vraiment l'intention de nous détruire complètement, n'est-ce pas? Si. Ils restèrent assis en silence un moment, digérant tout de l'ampleur de ce qui s'était passé. Finalement, Cathy prit la parole. Papa, puis-je te demander quelque chose? N'importe quoi. La façon dont maman et Mitch ont disparu, leur as-tu fait du mal? Andy réfléchit attentivement à sa réponse. Je me suis assuré qu'ils comprenaient les conséquences de leurs actes. Je me suis assuré qu'ils savaient qu'il n'y aurait pas de pardon, pas de seconde chance, aucune occasion de nous faire du mal à nouveau. Mais non, je ne leur ai pas fait de mal physiquement. Mais tu aurais pu. Oui. Cathy hocha la tête comme si cela confirmait une pensée qu'elle avait en tête. Bien. Je suis contente que tu sois effrayante quand il le faut. Ce n'était pas la réaction à laquelle Andy s'attendait. Cathy, non. Papa, écoute. J'y réfléchis depuis que tu m'as montré les preuves. Maman et Mitch étaient des prédateurs. Ils ont tout planifié, manipulé tout le monde autour d'eux, et nous allons détruire notre famille pour de l'argent. Les gens normaux ne font pas cela et les réponses normales ne fonctionnent pas contre des gens comme ça. Cathy se pencha en avant. Ses yeux gris intenses. Vous avez riposté. Vous avez utilisé vos compétences, vos ressources, votre intelligence pour nous protéger. Vous vous êtes assuré qu'ils ne pouvaient blesser personne d'autre comme ils nous ont blessés. Ce n'est pas effrayant. C'est la justice. Andy a ressenti une vague de fierté mélangée à préoccupation. Sa fille montrait une force remarquable, mais il ne voulait pas qu'elle devienne aussi difficile qu'il devait devenir. La justice est importante, a-t-il dit attentivement. Mais il en va de même pour savoir quand s'arrêter, quand faire preuve de miséricorde. Nous ont-ils montré la miséricorde? Ont-ils fait preuve de miséricorde aux autres victimes de Mitch? Non, ils ne l'ont pas fait. Ensuite, ils ont obtenu exactement ce qu'ils méritaient. Cathy s'est levée et a commencé à collecter les fichiers de preuves. Je veux des copies de tout cela. Pourquoi? Parce qu'un jour quand je suis plus âgé, quand j'ai mes propres enfants, je veux me rappeler exactement à quoi ressemble la trahison. Je veux me souvenir de ce dont les gens sont capables lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent s'en tirer. Elle s'arrêta à la porte et je veux me rappeler à quoi cela ressemble quand quelqu'un se bat. Après que Cathy monte à l'étage dans sa chambre, Andy est assis seul dans la cuisine en pensant à ce que sa fille avait dit. Elle avait raison sur la majeure partie. Dana et Mitch avaient été des prédateurs qui méritaient tout ce qu'ils avaient obtenu. Mais sa réponse l'inquiétait. Il y avait une dureté dans sa voix, une froideur dans ses yeux qui lui rappelaient trop. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Frankie. Colis livré. Le sujet est dans un avion pour le Costa Rica. Ils ne seront pas de retour. Andy a supprimé le message et est allé à son étude où il a ouvert une bouteille de whisky qu'il avait économisée pour sa retraite. Alors qu'il se déversait 2 doigts de bourbon, il a pensé au choix qui l'avait amené à ce point. Il servirait son pays avec honneur pendant 20 ans. Il